Salut tout le monde! Alors, on fait la section 10.1 ensemble au sujet des piles galvaniques. J'espère que vous appréciez ma voix glorieuse pendant la prochaine demi-heure. Alors, essentiellement, qu'est-ce qu'il se passe au niveau d'une pile? Ce sont des réactions redox. Alors, on produit de l'énergie chimique à travers de ces réactions redox et la pile convertit cette énergie chimique en énergie électrique. Alors, on se souvient bien qu'une réaction redox est une réaction auquel un atome perd un électron et un autre atome gagne cet électron-là. Donc, l'oxydation, c'est le processus de perdre un électron et la réduction est le processus de gagner un électron. Alors, si on étudie un peu d'historique au sujet des piles, la première pile construite contenait deux métaux, le zinc et le cuivre. Alors, on sait bien que les métaux conduisent l'électricité, donc ça a du sens qu'on utiliserait deux métaux à l'intérieur d'une pile. Alessandro Volta a placé une couche de papier imbibé d'eau salée entre deux disques, un disque fabriqué de cuivre et l'autre fabriqué de zinc. Il réalisa après un bout de temps que le disque de cuivre devenait positif et le disque de zinc devenait négatif. Et s'il fixait un fil conducteur entre ces deux disques, les électrons circulaient librement du bout négatif, alors ton zinc, vers le bout positif qui est ton cuivre. Ce qui a l'allure, si les électrons sont négatifs, ils vont vouloir plutôt circuler vers le bout positif. Donc, cette combinaison de métaux pouvait produire de l'énergie électrique à l'aide de la circulation d'électrons entre le disque de zinc jusqu'au disque de cuivre. Alors, voici la structure de cette première pile. Donc, les disques bleus ici représentent les disques de zinc, tandis que les disques rouges représentent les disques de cuivre. Donc, on voit ici qu'il a connecté des fils conducteurs aux deux disques et il s'apercevait que les électrons circulaient librement à l'intérieur de ces fils-là, du bout négatif au bout positif. Alors, comme mentionné dans la diapo précédente, le cuivre était le bout positif et le zinc était le bout négatif. Donc, ce bout ici, qui termine avec le zinc, serait ton bout négatif. Le bout ici, qui commence par ton cuivre, serait le bout positif de ta pile. Alors, les électrons circulaient bel et bien du bout négatif vers le bout positif de ta pile et créaient un courant électrique. Alors, les disques verts que vous voyez entre les disques de cuivre et de zinc sont tes couches imbibées de sel qui facilitent la circulation de tes électrons à travers de tes disques. Alors, juste un petit rappel que, si on retourne à physique 9e année, qu'un courant électrique est le déplacement de charge électrique au sein d'un matériau conducteur. Donc, on va souvent parler de la circulation d'électrons qui crée un courant électrique, mais un courant peut vraiment être créé par n'importe quel déplacement de charge électrique. Sur le concept de réaction redox et courant électrique constitue l'électrochimie. Alors, l'électrochimie, par définition, est la transformation de l'énergie chimique en énergie électrique qui est possible grâce à des piles et au sein de ces piles-là se produisent des réactions redox. Des piles qui produisent de l'énergie électrique s'appellent des piles voltaïques ou des piles galvaniques. Nous allons utiliser plutôt le terme galvanique pour le reste de cette unité. Alors, une pile galvanique est une pile qui utilise les réactions redox pour transformer l'énergie chimique en énergie électrique. Et la clé de ce fonctionnement-là, c'est d'empêcher le contact direct entre les réactifs. Donc, tu auras deux réactifs à l'intérieur de ta réaction redox. Un réactif qui subit une oxydation, l'autre réactif qui subit une réduction. Et il y a une certaine quantité d'énergie qui est libérée lors de ce processus-là. Et c'est cette énergie chimique-là qui est convertie en énergie électrique qui est utilisable. Une autre condition pour le bon fonctionnement de ta pile, c'est un environnement humide et un fil qui permet la circulation d'électrons entre tes deux réactifs. Et on sait bien que la circulation d'électrons, une fois que ceci est établi, produit de l'électricité. Alors, un type de pile galvanique assez typique qui est utilisé souvent comme standard est la pile Daniel. Donc, cette pile-là est fabriquée à partir d'une bande de zinc et d'une bande de cuivre. Donc, ce sont en fait les deux métaux qui participent à ta réaction d'oxydoréduction. Alors, ces deux métaux-là sont chacun submergés à l'intérieur d'une solution d'électrolyte.
Donc, la bande de zinc est submergée dans une solution de ZnSO4, tandis que ta bande de cuivre est submergée dans une solution de CuSO4. Et on va parler dans quelques minutes d'où viennent ces ions Zn et Cu-là. Alors, tes deux solutions, quand je dis solution, je parle de ma solution de CuSO4 et ZnSO4. Ces deux solutions-là sont connectées par un pont salin. À l'intérieur de ce pont-là, il y a un sel. Alors, c'est de là d'où vient le terme salin. Il y a un sel à l'intérieur. Un sel, on sait, se dissocie assez facilement. Donc, ce sel-là va se dissocier en ions potassium et chlore. Alors, ces deux ions-là ont un rôle très important. Ils servent à maintenir un bout positif et négatif entre les deux solutions. Si vous avez déjà jamais vu une pile, il y a un petit symbole positif et négatif à chaque extrémité de la pile. Alors, on maintient ces signes-là grâce à un pont salin qui existe à l'intérieur d'une pile qui sert à maintenir le bout positif comme positif et le bout négatif comme le bout négatif. Alors ensuite, on branche un fil conducteur à chacune de tes tiges. Alors, ta tige de cuivre et ta tige de zinc sont connectées par un fil conducteur. Puis ce fil-là est connecté à un voltmètre pour être capable d'enregistrer la quantité d'électricité qui passe à travers de ce fil. Alors, comment est créée cette électricité-là? C'est créé grâce à la circulation d'électrons libérés lors des réactions d'oxydoréduction entre le cuivre et le zinc. Alors, ces bandes métalliques-là, quand je dis bande métallique, je parle de ma bande de cuivre, de zinc et de cuivre, sont des métaux conducteurs. Alors, ces bandes-là transportent les électrons. On les appelle des électrodes. Okay? Alors, ta bande, si je redessine rapidement ma pile ici, j'avais une bande à l'intérieur d'une solution et une bande à l'intérieur de l'autre solution. Les habiletés de dessin sont encore mieux sur ce iPad. Alors, chacune de ces lames représente un électrode. Un de tes électrodes sont fabriqués de zinc, l'autre électrode est fabriqué de cuivre. À l'intérieur, dans ta solution, c'est là où tu as ta solution de ZnSO4 et CuSO4. OK? Alors, ces solutions-là contiennent des électrolytes. Ton électrolyte est l'ion de zinc et l'ion de sulfate. Alors, ceci conduit le courant électrique par le déplacement d'ions lorsque dissous dans l'eau. Donc, la solution de ZnSO4 et CuSO4 favorise cette circulation d'électrons-là dans l'eau. Alors, où exactement se passe l'oxydation et où exactement se passe la réduction et comment est-ce que cette circulation-là d'électrons se fait? Donc, chaque électrode est responsable d'une partie de ta réaction redox. Alors, l'oxydation se produit à l'anode et la réduction se passe à la cathode. Donc, ton zinc représente ton anode, où est-ce qu'il y a la réaction d'oxydation ou la perte d'électrons. Le cuivre représente ta cathode, où se passe la réaction de réduction et le gain d'un électron là. Et le fait que les électrons voyagent de ton anode à la cathode crée ce courant électrique-là dans le fil conducteur qui connecte tes deux électrodes. Alors, si on revisite un peu ce qui se passe au niveau de la pile Daniel, tu as tes deux électrodes. Tu as un électrode ici de cuivre et un électrode de zinc. Alors, ton zinc représente ton anode, puisque c'est à cet endroit-là où se passe ta réaction d'oxydation. Donc, si tu vas aller voir dans ton tableau qui démontrait la puissance d'agent oxydant puis d'agent réducteur, tu vas voir que le zinc est un agent réducteur assez puissant. Donc, ton zinc va subir cette réaction d'oxydation-là. De l'autre côté, on a notre cuivre qui va subir une réaction de réduction à la cathode.
si tu vas voir dans ton tableau qui démontre la puissance d'agent oxydant et réducteur, tu vas voir que ton cuivre est un agent oxydant assez fort. Donc, il va plutôt subir la réduction de façon spontanée. Alors, c'est un peu comme ça qu'on décide quelle réaction va subir quelle partie de la réaction redox. Alors, le zinc va subir l'oxydation parce que c'est un agent réducteur puissant. Le cuivre va subir la réduction parce que c'est un agent oxydant puissant. Donc, la réduction se passe toujours à la cathode, okay? Et l'oxydation se passe toujours à l'anode. Donc, si on commence avec qu'est-ce qui se passe au niveau de l'anode avec le zinc. Alors, à l'anode, ton zinc va perdre des électrons et ces électrons-là vont circuler à travers de ton fil conducteur vers ta cathode. Okay? Rendu à la cathode, ton électron va se combiner avec ton cuivre pour former du cuivre solide. Alors, ce cuivre solide-là se dépose sur la lame. Alors, d'où vient le cuivre qu'on vient juste de réduire? Le cuivre qu'on vient juste de réduire, ça vient de ta solution de CuSO4. Alors, le CuSO4 dans ta solution se dissocie en Cu2+, et SO4 2-. Le Cu2+ est utilisé pour ta réaction de réduction et accepte les électrons qui viennent de ton anode. Ça devient du cuivre solide et le cuivre solide se dépose sur la lame. Alors, pour résumer encore le trajet de ce qui s'est passé à l'intérieur de ma pile Daniel, le circuit extérieur dirige les électrons de l'anode à la cathode. Toujours. À l'anode, l'oxydation du zinc se produit, ou est-ce que le zinc solide qui vient de ta bande de zinc est oxydé, relâche des ions de zinc à l'intérieur de ta solution de ZnSO4. Et ensuite, maintenant, c'est ici d'où vient l'importance de ton pont salin. Donc, dans le diagramme précédent, on a vu que le pont salin contient du NH4Cl. Alors, le NH4Cl va se dissocier et devenir du NH4+, et du Cl-. Alors, une fois que le zinc se fait oxyder en Zn+2, ton chlore venant de ton NH4Cl dans ton pont salin est attiré vers cette solution-là afin de la neutraliser. Alors, le Cl est attiré à la solution via le pont salin pour maintenir la neutralité de la solution de ZnSO4. L'énergie ensuite, l'électron, on est rendu à ce point ici, l'électron libéré est acheminé vers la cathode. À la cathode, on a la réaction de réduction. Alors, ton électron qui vient d'être acheminé vers ta cathode entre en contact avec des ions de cuivre qui se retrouvaient dans ta solution de CuSO4. Ensuite, cet ion-là est réduit pour former du cuivre solide qui se dépose sur ta lame de cuivre. Alors, si vous attendez de la musique dans l'arrière-plan, c'est parce que le concierge joue la musique vraiment fort. Alors, c'est vraiment pas moi qui est en train de rocker pendant que je fais ma leçon. OK, ces atomes se déposent sur l'électrode de cuivre. C'est là où on est rendu. La solution a maintenant perdu une partie de sa charge positive. Alors, du côté du cuivre qui vient d'être réduit, on a pris les atomes positifs de la solution de CuSO4 afin de les réduire. Alors, maintenant, ta solution de CuSO4 a perdu une portion de ses ions positifs. Donc, c'est de là qui vient l'importance du NH4. Alors, j'ai dit K, là, mais on parle en fait de ton NH4Cl dans ton pont salin. Le Cl se combine à ta solution de zinc afin de neutraliser les ions de zinc qui viennent d'être oxydés. Le NH4 devient important de l'autre côté. Parce que des ions de cuivre ont été pris de la solution afin de se faire réduire, les NH4 s'ajoutent à la solution afin encore de maintenir la charge positive ou la neutralité de ta solution. Aussi, le fait que le NH4 du pont salin s'ajoute du côté de ta cathode, ceci assure aussi le déplacement des électrons du courant de ton anode négatif à ta cathode positive. Alors, ton pont salin a comme but de garder en équilibre tes solutions dans lesquelles sont submergés tes électrodes. Alors, le Cl a comme but de neutraliser la charge de ta solution
du côté de l'anode et ton NH4 a comme but de remplacer les cations qui viennent d'être utilisées pour la réaction de réduction. Donc, le pont salin a un rôle très important dans le maintien des réactions redox à l'intérieur de ta pile. Alors encore, juste pour préciser l'importance d'un pont salin au niveau de la pile, on avait utilisé dans l'exemple précédent un pont salin qui contenait une solution de NH4Cl qui se dissocie en NH4+, et Cl-. Tes ions chlorure négatifs migrent vers le pont à l'anode afin de garder une solution d'électrolyte neutre. Le NH4+, va migrer à la cathode pour maintenir une solution plus ou moins positive, ce qui va permettre de continuellement attirer les électrons de ton anode à ta cathode en ayant cette solution positive-là. Alors encore une démonstration d'un setup pour la construction d'une pile Daniel. Jetez-y un bon coup d'œil parce qu'on va faire ceci en laboratoire. Yay! Alors, un point important, les solutions d'électrolyte sont neutres. Par exemple, ta solution d'électrolyte qui contient le CuSO4, ceci est une molécule neutre. Oui, elle se dissocie en Cu plus 2 et SO4 moins 2. Cependant, plus 2 moins 2 est égal à 0, donc la solution de l'électrolyte est neutre. Malgré le fait qu'il y a la circulation d'électrons, les solutions demeurent neutres par migration à travers de la barrière poreuse ou un pont salin. Mais les électrolytes ne peuvent pas entrer en compétition avec les électrodes. Sinon, les ions se mélangeraient. Par exemple, si on utiliserait AgNO3 comme une solution d'électrolyte, l'argent entrerait en compétition avec le cuivre pour se faire oxyder ou réduire. Donc, c'est important de choisir une bonne solution d'électrolyte afin que ton cation qui se retrouve en solution n'est pas ce qui se fait oxyder ou réduire, mais c'est en fait le métal de ton électrode qui se fait oxyder ou réduire. Alors, la réaction globale qui se passe au niveau de ta pile est celle-ci. On peut voir qu'il y a une certaine quantité d'énergie qui est libérée à travers de ce processus. C'est cette énergie chimique-là qui est traduite en énergie électrique sous forme de courant électrique. Le courant circule jusqu'à ce que la concentration des solutions et la transformation des électrodes soient telles que le tout ne se poursuit plus. Donc, si vous avez déjà utilisé une pile pour quelque chose dans votre vie, vous saviez que ce n'est pas une source infinie d'énergie. Éventuellement, ta pile va finir par mourir, soit que tes électrodes deviennent trop usées, tes solutions d'électrolyte ne peuvent plus compenser pour les changements de charge. Ici, j'ai donné comme exemple, trop de cuivre s'accumule peut-être sur la cathode. Donc, on sait que le cuivre dans ma pile Daniel se fait réduire de Cu plus 2 à Cu solide qui se dépose ensuite sur l'électrode. Il se peut qu'après un bout de temps, il y a trop de cuivre accumulé sur la cathode. Il n'y en a plus qui peut s'accumuler, voulant dire que ta réaction d'oxydoréduction termine parce que tu ne peux plus faire la partie réduction de ta réaction. Donc, il y a plusieurs facteurs ou plusieurs choses qui peuvent se produire qui vont faire en sorte que ta pile ne peut plus maintenir le courant électrique et les réactions d'oxydoréduction. Donc, on a parlé des électrodes composées de zinc et de cuivre. Évidemment, les métaux sont des conducteurs d'électricité, donc on peut utiliser différents métaux comme électrodes. Il y a des piles fabriquées à partir des électrodes d'argent et de chrome. Dans certaines réactions redox, l'oxydant ou le réducteur n'est pas nécessairement un métal solide. Donc, on peut utiliser les électrolytes dissous ou des gaz comme agents oxydants ou réducteurs. Pour faire ceci, il faut utiliser des électrodes inertes. Donc, on utilise quand même un électrode. Cependant, l'électrode ne participe pas nécessairement à la réaction redox, mais est plutôt comme un site sur lequel va se passer une oxydation ou une réduction. L'électrode est fait de matériel qui n'est ni un réactif ni un produit dans la réaction redox. C'est juste un endroit qui facilite soit ta réaction d'oxydation ou de réduction à l'intérieur de ta pile lorsqu'on utilise des électrolytes dissous et des gaz plutôt qu'un électrode fait de métal. Un électrode inerte sert de conducteur et offre une surface sur laquelle une réaction redox peut se produire. Donc, les électrodes inertes sont souvent fabriqués de platine. Alors, la platine ne réagit pas nécessairement à l'intérieur de ta pile, mais offre plutôt une surface pour la réduction du fer.
Donc, j'aurais dû ajouter les états pour mes produits. Donc, j'ai le plomb solide qui réagit avec le FeCl3 pour donner du FeCl2 et du PbCl2. Donc, on va premièrement déterminer nos réactions ou nos équations ioniques nettes. Alors, si je déplace ceci en bas un peu, j'écris mon équation ionique nette. Vous pouvez passer à travers les étapes pour déterminer ton équation ionique nette. Je vais l'écrire juste tout simplement. Sur le Pb solide plus le Fe plus 3 va donner le Fe plus 2 plus Pb plus 2. Donc, ça, c'est ma réaction, mon équation ionique nette. Maintenant, je vais identifier mes deux demi-réactions. Donc, j'ai le Pb solide qui est transformé en Pb plus 2. Évidemment, c'est ma réaction d'oxydation qui a perdu 2 électrons. Donc, ça, c'est ma réaction d'oxydation. Ensuite, pour ma deuxième demi-réaction, j'ai le Fe plus 3 qui a gagné un électron pour donner le Fe plus 2. C'est ma réaction de réduction. Maintenant, si j'écris les états, ça c'est aqueux, alors le plomb solide est converti en plomb aqueux qui entre dans ta solution d'électrolyte. Ici, des deux côtés de ma demi-réaction, le fer est aqueux. Donc, ceci nous dit que, contrairement à ma première demi-réaction avec le plomb, parce qu'il est sous forme solide ici, existe comme une plaque de métal qu'on place à l'intérieur de ma solution d'électrolyte, pareil comme qu'on l'avait vu pour la pile Daniel. Cependant, pour ma réaction de réduction, mon fer est aqueux pour commencer et aqueux une fois réduit. Donc, ceci m'indique qu'il n'y a pas nécessairement une lame de fer dans ma solution d'électrolyte. Le fer existe en solution avant et après ma réaction de réduction. Donc, ceci est un indice que ma réaction de réduction pour cette pile-ci se produit au niveau d'une plaque de platine. Alors, ma pile contient un électrode inerte sur laquelle se passe la réaction de réduction du fer pour cette réaction ici en particulier. Donc, lorsqu'une des demi-réactions implique une oxydation ou une réduction des composés aqueux ou des gaz, on utilise plutôt une plaque inerte sur laquelle peut se produire la demi-réaction. Donc, le fer va se lier à la plaque de platine et ensuite, une fois lié à la plaque de platine, va accepter l'électron qui a été envoyé, va accepter l'électron qui a été envoyé de ton anode. De ton anode. Donc, n'oublie pas, à l'anode se passe ta réaction d'oxydation, à ta cathode se passe la réaction de réduction. Donc, encore juste une fois pour répéter, le fer plus 3 s'attacherait à ton anode inerte de platine afin d'attendre et accepter l'électron qui arrive du fil électrique pour être transformé ensuite en fer plus 2 et être transféré à ta solution d'électrolyte. Maintenant, n'oublie pas quand je parle de solution électrolyte, si je redessine ma pile rapidement ici, ça c'est mes deux demi-réactions, ça c'est mon pont salin. Donc, ici, en noir, est ma solution d'électrolyte des deux côtés. Okay? Pour ma réaction d'oxydation et le plomb, ce serait une lamelle de plomb, pareil comme qu'on l'avait vu avec la pile Daniel. Cependant, pour ma réaction de réduction, ça ne serait pas une lamelle de fer, mais plutôt une lamelle de platine. Et sur cette lamelle de platine-là, on va avoir les électrons qui arrivent de ton anode. Puis ces électrons-là sont transférés à travers de la plaque de platine, rencontrent un ion de fer plus 3 sur ta platine et le fer subit une réaction de réduction. OK, alors on va faire un exemple ensemble. Alors, dessine une pile galvanique d'après les demi-réactions ci-dessous. Donc, on remarque tout de suite que ce sont tous les deux des réactions de réduction. Donc, afin de déterminer quelle des deux réactions sera ta réaction d'oxydation, il faut que tu détermines lequel entre les deux métaux est le meilleur agent oxydant.
Alors, si vous consultez le tableau 9.2 à la page 587, vous allez voir que l'aluminium est un réducteur plus fort que le nickel. Donc, il va s'oxyder en conséquence et on sait que l'oxydation se fait toujours à l'anode. Donc, la réaction en fait qui va se produire pour l'aluminium serait plutôt Al donne Al plus 3 plus 3 électrons. Donc, l'aluminium va subir l'oxydation parce que c'est un réducteur plus fort que le nickel. Donc, on vient indirectement de répondre un peu aux deux premières questions. On sait que l'oxydation se passe toujours à l'anode. Donc, ta demi-réaction d'aluminium sera ton anode et ta demi-réaction de nickel sera ta cathode. Okay? Alors, on vient de répondre aux deux premières questions. Prochaine question, indique le sens de déplacement des électrons. OK, alors pour déterminer le sens de déplacement des électrons, si je dessine mes deux demi-piles rapidement, puis je dessine mon anode et ma cathode dans une solution d'électrolyte, la réaction d'oxydation se passe à ton anode. Donc, mon anode d'aluminium, ici, subira ta réaction d'oxydation où sont relâchés les électrons une fois qu'on a oxydé cet aluminium-là. Donc, les électrons vont voyager de ton anode où a lieu l'oxydation à ta cathode afin de réduire le nickel. Donc, le sens de déplacement des électrons, c'est de ton anode à ta cathode. Alors, bon, on a fait cette question-là. Alors, n'oubliez pas ce qui se passe au niveau des atomes d'aluminium et de nickel. Alors, pour ta demi-pile où se passe ton oxydation, l'aluminium qui est sur ton électrode ici, ça c'est ton électrode, lors de la réaction d'oxydation, ton aluminium va céder son électron. Une fois que l'atome d'aluminium perd son électron, il devient du Al3+, et est libéré à l'intérieur de la solution d'électrolyte ici. Ensuite, ton électron voyage, je devrais faire ça en noir, ton électron voyage jusqu'à ta cathode où il y aura une réaction de réduction. Donc, à l'intérieur de ta solution d'électrolyte, il y a des ions de nickel qui sont prêts à être oxydés, pas oxydés, mais réduits. Alors, une fois que ton électron arrive à ta cathode ici, tes ions de nickel se déposent sur ta lame de nickel et se font oxyder et ensuite s'accumulent sur cette lame-là. Alors, quand on demande le sens de déplacement des ions, on parle des ions plutôt à l'intérieur de ton pont salin. Donc, si je redessine ceci rapidement, et j'ai un pont salin entre les deux, puis on veut dire à l'intérieur de mon pont salin, j'ai du KCl. OK, so j'ai cette solution ici, cette solution ici. Donc, d'après le schéma en haut ici, j'ai vu que les ions d'aluminium vont se déposer à l'intérieur de cette solution d'électrolyte en raison de l'oxydation. Et ensuite, pour l'autre solution, tu vas perdre, alors si je redessine mon électrode, pour cette solution ici, tu vas perdre de ta solution des ions de nickel qui sont réduits dans des atomes de nickel. Donc, de ce côté ici, tu as ta solution qui va augmenter en charge positive en raison de l'oxydation de l'aluminium. Et dans cette solution ici, tu vas avoir une réduction de charge positive parce que le nickel se fait réduire. Donc, le KCl a comme rôle de compenser pour ces changements-là. Donc, le Cl de ton KCl va venir s'ajouter à cette solution d'électrolyte afin de neutraliser la charge positive qui vient de s'ajouter à la solution. Donc, on veut maintenir la charge de la solution et on fait ceci par l'ajout des ions négatifs de KCl à la solution qui vient de gagner des cations positifs d'aluminium. Contrairement à l'autre solution qui perd des ions positifs à fur et à mesure que le nickel se fait réduire, le K+ va s'ajouter à cette solution ici afin de remplacer les cations qui viennent d'être réduits. Donc ça, c'est le mouvement de tes ions dans ta solution. Le Cl va s'ajouter à ta solution d'électrolyte qui augmente en quantité d'ions d'aluminium à fur et à mesure que l'oxydation se produit. Et le K va s'ajouter à ta solution
de nickel afin de compenser pour les cations de nickel qui se sont fait enlever de ta solution une fois réduit. Alors, la dernière étape, c'est d'écrire ton équation ionique nette. Donc, si j'écris mes deux demi-réactions, mon aluminium subit l'oxydation et mon nickel subit la réduction. Alors, on a vu comment équilibrer des réactions comme ceci. Donc, on veut s'assurer que les charges s'annulent. Donc, je vais faire cette réaction-là fois 2, celle-là fois 3, ce qui va me donner 2 aluminium. 2 aluminium qui seront réduits pour donner 2 ions d'aluminium. Alors, 2 ions d'aluminium plus 6 électrons. Désolée, j'ai dû arrêter ma leçon. Le concierge pense que je suis folle parce que je me parle à moi-même. OK, alors, pour la prochaine demi-réaction, tu as 3 ions de nickel plus 6 électrons qui vont donner 3 atomes de nickel. Alors, je peux éliminer mes charges de mes demi-réactions. Si j'écris maintenant, OK, l'écran ne veut pas monter apparemment. Oh, bon, voilà. Alors, si je veux écrire le résultat de ces deux demi-réactions maintenant, l'équation équilibrée, l'aluminium plus 3 ions de nickel vont donner 2 ions d'aluminium plus 3 nickel. Alors, voilà ton équation équilibrée pour cette réaction-là. Donc, on a fait toutes les étapes du problème. Voilà. Alors, évidemment, ça peut devenir du travail dessiner une pile à chaque fois. Donc, on a déterminé une façon abrégée d'indiquer ce qui se passe au niveau des demi-réactions dans une pile Daniel. Ceci est la convention ici. Okay? Ceci est la représentation ou la notation d'une pile. Donc, ce qui se retrouve toujours du côté gauche est ta réaction d'oxydation qui se passe à ton anode. Oh, tout d'un coup, mon écriture est plus foncée, puis je ne sais pas pourquoi. Puis ensuite, sur le côté droit de ta notation, c'est ta réaction de réduction qui se passe à la cathode. Donc, on utilise ici des barrières pour représenter des différences de phase. Donc, le zinc ici, ce zinc ici, vient de ta lame de zinc et ce zinc plus 2 ici vient de ta solution d'électrolyte. Même chose ici, on utilise une ligne pour séparer les deux phases. Donc, le cuivre plus 2 se retrouve en solution, tandis que le cuivre solide se retrouve sous forme d'électrode. Donc, on a aussi une autre barrière afin de représenter la séparation entre les deux demi-réactions. Techniquement, on devrait avoir une double jonction ici. So, d'habitude, on place 2 lignes entre tes deux demi-réactions. Alors, comme j'ai dit, c'est plus facile de faire ça au lieu de dessiner les piles à chaque fois. L'anode est toujours représentée à la gauche où se passe ton oxydation. La cathode est toujours représentée à la droite où se passe ta réduction. Chaque ligne verticale limite des phases entre l'électrode et la solution d'électrolyte. La première ligne sépare les deux phases de ta réaction d'oxydation. Ensuite, tu as une ligne verticale double, donc 2 lignes verticales qui vont représenter la barrière poreuse ou le pont salin entre tes deux demi-piles. Et ensuite, l'électrode inerte est représentée s'il y a un électrode inerte. So, si on reprend l'exemple avec le plomb que j'avais fait auparavant, j'avais le plomb qui a été réduit, oxydé. Puis ensuite, l'autre demi-réaction était le Fe plus 3 qui a été réduit. Puis cette réaction ici était possible grâce à l'électrode de platine. Donc, tu représenterais l'électrode de platine à l'intérieur de la notation pour la pile en question. Donc, parce que ces deux fers ici étaient sous forme aqueuse, la plaque de platine donne un endroit sur lequel la réaction peut se passer. Donc, tu dois représenter ta plaque de platine à l'intérieur de ta notation. Ah bon, je viens de réaliser que l'exemple que j'ai donné à la diapositive précédente, c'est l'exemple que je vous demande maintenant. On va faire ça quand même une autre fois pour s'assurer que tout le monde comprend, même si je ne peux pas vous entendre si vous avez des questions. OK, sur la première demi-réaction, Pb solide
donne Pb2 plus Aq qui libère 2 électrons. Ensuite, j'ai mon autre demi-réaction Fe plus 3 qui est Aq, plus mon électron qui va réduire l'ion de fer pour donner le Fe plus 2. Bon, ça c'est mes deux demi-réactions. L'oxydation se passe toujours à l'anode. Ceci est ma réaction d'oxydation, donc ceci se passe à l'anode. La réduction se passe à la cathode, donc voici ma réaction de réduction. Si je veux mettre ça sous forme de notation, l'anode se retrouve toujours à la gauche. Donc, le Pb solide, on sépare la phase par une ligne, devient du Pb aqueux. Ensuite, on va séparer les deux demi-réactions par une double ligne. Ensuite, ma réaction de réduction à la droite, donc le Fe plus 3 aqueux est réduit en Fe plus 2 aqueux. Puis on avait vu que parce que pour ma réaction de réduction du fer, les deux sont sous phase aqueux, tu as besoin d'une plaque ou d'un électrode inerte sur laquelle peut se passer cette réaction-là. Puis, ton électrode inerte doit être représenté dans ta notation. OK, j'espère que vous êtes encore réveillés. On passe à un autre sujet. Je n'ai pas réalisé comment long est cette section. On va parler du potentiel d'une pile. L'oxydation à l'anode donne une charge négative à l'anode, ce qui a du sens, right? Si tu as une réaction d'oxydation qui se passe, tu as des électrons qui sont libérés. Donc, l'anode a une charge négative. Il y a des électrons qui circulent à l'intérieur de ton anode. Et la réduction à la cathode donne une charge positive à la cathode. Donc, alors à la cathode, qu'est-ce qui t'attend souvent? C'est un ion ayant une charge positive. Donc, la cathode est plutôt positive parce que d'habitude, tu as des ions qui sont là à attendre à accepter un électron. Lorsqu'il y a cette séparation de charge comme ceci, une force agit sur les particules chargées et on appelle ceci une énergie potentielle. Donc, la quantité que possède une unité de charge qui se déplace d'un point à un autre s'appelle la différence de potentiel électrique entre deux points. Donc, on avait vu ceci aussi en physique 9e année lorsqu'on parlait des courants électriques. C'est la quantité d'énergie que posséderait une charge si elle se déplace d'un endroit à un autre. Donc, ces deux points dont on parle sont pas tes deux anodes, mais tes deux électrodes. Donc, tu peux utiliser un voltmètre et tu connectes ça à ton courant et ceci va te donner la différence de potentiel entre ton anode et ta cathode. On appelle aussi ce terme la tension. Ceci est une propriété importante parce que ça détermine la quantité d'énergie que peuvent porter les charges en déplacement. Le plus que ton voltmètre te donne une grande différence de potentiel, le plus d'énergie qui pourra être créée par ta pile. Le potentiel d'une pile est la différence de potentiel entre ses électrodes. Le plus que le potentiel d'une pile est grand, le plus d'énergie électrique peut être produit par ta pile. Alors, le potentiel de ta pile dépend de plusieurs facteurs, dépendamment de la nature de ton oxydant ou ton réducteur, la concentration de tes solutions électrolytiques dans les demi-piles, la température, la pression, ce sont tous des facteurs qui peuvent affecter le potentiel. Donc, les chimistes ont élaboré des potentiels standards de différentes piles qu'on désigne par E avec notre petit symbole de degré, qui est la différence de potentiel entre les électrodes d'une pile avec des solutions de 1 mol par litre à une pression de 101,3 kPa et 25 degrés Celsius. Et aussi, ceci est sans aucun courant électrique. Donc, ceci est la différence de potentiel au repos de cette pile. Avec tous ces facteurs constants, le potentiel est uniquement dû à la nature de tes oxydants et tes réducteurs. Donc, en standardisant les conditions de ta pile et sans avoir un courant électrique qui circule, on a pu déterminer des potentiels standards de différentes piles selon la nature de l'agent oxydant et réducteur choisi pour cette pile. Alors, les chimistes ont pu déterminer des potentiels standards de différentes demi-piles en se retrouvant un point de référence.
Donc, ils ont décidé que le potentiel standard d'une demi-pile d'hydrogène est de 0 volts. Donc, ceci est le point de référence pour tous les autres potentiels de toutes les autres piles. Alors, ceci est semblable comme à l'utilisation du niveau de la mer comme point de référence pour l'altitude. Donc, disons que tu es en avion, à l'intercom, le capitaine dit que vous êtes à X montant de pieds d'altitude. Ceci est toujours par rapport au niveau de la mer. Alors, c'est un peu le même principe pour le potentiel de ta demi-pile d'hydrogène. C'est utilisé comme point de référence 0. N'importe quel autre potentiel d'une pile a été élaboré d'après ce 0-là. Donc, n'importe quelle différence de potentiel entre deux demi-piles est la différence entre la demi-pile d'hydrogène et la demi-pile en question. Donc, si l'énergie potentielle d'une pile est égale à 0, ça veut dire que la différence des énergies potentielles des deux électrodes en question est de 0, donc il n'y a aucun courant d'électrons. Donc, si tu as pas deux électrons de cuivre, mais si tu as deux électrodes de cuivre, les deux auraient exactement le même potentiel pour la demi-pile. Donc, ça serait de soustraire un nombre du même nombre qui donnerait 0. Donc, il n'y a aucun courant qui peut circuler si la différence de potentiel de la pile au total est de 0. Pour que la différence de potentiel de la pile totale est de 0, les deux demi-piles doivent avoir le même potentiel. Les différences de potentiel entre une demi-pile donnée et une demi-pile d'hydrogène est écrite sous forme de réaction de réduction avec des conditions à TAPN. Donc, dans le tableau 10.1 et l'annexe B dans ton livre, on vous donne des énergies potentielles pour des réactions de réduction. Donc, évidemment, à l'intérieur d'une réaction redox, tu vas avoir une réaction d'oxydation ou de réduction. Donc, on va faire semblant qu'on a ces deux demi-réactions données. Puis, on va dire le Fe plus 2 électrons donne le fer solide. Donc, évidemment, ceci est ma réaction d'oxydation. Ceci est ma réaction de réduction. Donc, en arrière du livre, cependant, ce que tu vas trouver pour ta réaction de PB sera ceci. Puis, on te donnera peut-être un potentiel standard de, je ne sais pas, moins 0.4 volts. J'invente des numéros là. Mais cependant, pour ma réaction en question, je veux l'énergie potentielle d'oxydation et non de réduction. Parce que dans mon problème ici, le plomb est en fait oxydé et non réduit. Donc, la valeur que tu prendrais dans le livre serait l'inverse. Donc, tu prendrais plutôt le delta E pour ta réaction d'oxydation serait plus 0.4 volts. Donc, ça serait l'énergie potentielle pour cette réaction d'oxydation-là. Alors, toutes les différences de potentiel qui sont données en arrière du livre et dans l'annexe sont pour les réactions de réduction. Si vous cherchez la différence d'énergie potentielle pour la réaction d'oxydation, vous avez simplement à inverser le signe. Alors, voici des exemples de potentiel de piles. Ce sont tous pour des demi-réactions de réduction. Alors, on a juste décidé de faire ça comme ça. Les chimistes ont déterminé des potentiels de piles pour les réactions de réduction. Disons que tu cherches le potentiel de la demi-pile de fluor, mais cependant, tu veux l'avoir pour la réaction de l'oxydation. Tu prendrais simplement ton E pour ta réaction de réduction et tu inverserais le signe. Okay? Alors, pour la même chose pour la demi-réaction avec le Br2, si je le voudrais pour la réaction d'oxydation, j'inverserais les signes, ceci deviendrait plus, ceci deviendrait moins. Donc, vous avez tous les potentiels d'une pile pour les réactions de réduction. Si vous cherchez le potentiel pour la réaction d'oxydation, vous inversez le signe. Alors, à l'aide des potentiels de réduction des demi-piles, vous pouvez trouver le potentiel de la pile au total en soustrayant l'énergie potentielle de ta cathode moins l'anode. Alors, n'oubliez pas que le potentiel d'une pile est la différence d'énergie potentielle entre deux points.
Les 2 points en question pour nos piles sont la cathode puis l'anode. Donc, afin de trouver l'énergie potentielle d'une pile, tu soustrais l'énergie potentielle de la demi-réaction qui se produit à la cathode moins la demi-réaction qui se produit à l'anode. Alors, la demi-réaction qui va se produire à la cathode sera toujours ta réaction de réduction. La demi-réaction qui se passe à l'anode sera toujours ta demi-réaction d'oxydation. Donc, pour cette donnée ici, même si cette donnée ici est pour une réaction d'oxydation et les potentiels en arrière du livre sont des potentiels de réduction, tu gardes le signe du livre. La réaction, ou excuse pas la réaction, l'équation qui a été élaborée ici prend déjà en considération que l'anode, c'est une réaction d'oxydation. Donc, ce négatif a été placé là pour inverser automatiquement le signe qui est en arrière du livre. Donc, les données que tu places dans ta formule sont tes potentiels de réduction en arrière du livre. Alors, on va faire un exemple ensemble, ça va devenir plus clair. Lorsque l'énergie potentielle de ta pile est positive, la réaction se produit spontanément sans un apport supplémentaire d'énergie. Lorsque ton potentiel est négatif, la réaction est non spontanée. Un rappel que la réaction est spontanée si le réducteur du membre gauche est plus fort que le réducteur du membre droit. Donc, si on regarde cette équation en bas ici. Alors, si la réaction se produit dans cette direction, Zn est ton agent, Zn est oxydé, donc Zn est ton agent réducteur, et le cuivre, parce qu'il est réduit, est ton agent oxydant. Cependant, si la réaction se passe dans cette direction ici, le Cu, ici c'est le Cu plus 2 qui est ton agent réducteur. Pour la direction inverse, ton cuivre devient maintenant, puisqu'il est oxydé, ton agent réducteur, et le Zn plus 2 devient ton agent oxydant. Alors, si vous pouvez aller consulter à la section 9.1, le tableau 9.2 dans votre livre au sujet de la force relative des oxydants et des réducteurs. On a une option de soit Zn comme l'agent réducteur ou Cu comme l'agent réducteur. Celui qui est le plus fort agent réducteur déterminera la direction de la réaction spontanée. Donc, en regardant dans le livre, dans la colonne de réducteur, le Zn se retrouve vers le bas et le cuivre se retrouve vers le haut. Donc, l'agent réducteur le plus fort entre le cuivre et le zinc est le zinc parce qu'il se retrouve plus bas dans le tableau et la force de l'agent réducteur augmente de haut en bas. Ce qui veut dire que la première direction directe est la direction spontanée de ces réactions. Donc, si la réaction se produit dans cette direction ici, ta réaction est spontanée parce que ton Zn est un plus fort agent réducteur que ton Cu. Alors, la direction de cette réaction ici serait non spontanée. Alors, si jamais tu n'as pas l'énergie potentielle de la pile et tu ne peux pas déterminer si la réaction est spontanée ou non, tu peux comparer la force de l'agent réducteur dans la direction inverse versus la direction directe. OK, alors on fait un exemple ensemble. On va calculer le potentiel standard de la pile galvanique dans laquelle se produit la réaction suivante. Donc, on a une réaction globale ici pour ta pile. On demande aussi de prédire si la réaction est spontanée comme écrite. Donc, premièrement, on va commencer par séparer ma réaction en deux demi-réactions. Donc, premièrement, une de mes demi-réactions, 2I-, vont donner l'iode. Donc, l'iode est allé d'une charge de moins 1 à 0. Donc, ceci est ta réaction d'oxydation qui libère 2 électrons. Et ensuite, j'ai ma demi-réaction de réduction, le Br2, qui gagne 2 électrons pour former 2 Br-. Donc, ça, c'est mes deux demi-réactions. Je viens de répondre à la première partie de la question. Quelle est l'énergie potentielle de chaque demi-réaction? En arrière du livre, je vais nommer ça équation numéro 1, ça équation numéro 2. Donc, si je regarde en arrière du livre, pour numéro 1, on donne une énergie potentielle de réduction de 0,54 volts. Et pour réaction numéro 2, l'énergie potentielle de réduction donnée en arrière du livre est de 1,07 volts. OK, alors maintenant on est prêt à calculer l'énergie potentielle de la pile.
Donc, bien que ce sont deux potentiels de réduction, notre équation prend déjà en considération le fait que le signe pour l'anode doit être changé. Alors, ce négatif ici prend déjà en considération le fait qu'on veut changer le signe de notre énergie potentielle à notre anode. Donc, si on fait le calcul, alors l'énergie potentielle de ta pile sera l'énergie potentielle à ta cathode. La cathode, c'est toujours ta réaction de réduction. L'anode est ta réaction d'oxydation. Donc, dans nos deux demi-réactions, l'iode est oxydé. Donc, ça, c'est ma réaction d'oxydation. Et le brome est réduit. Donc, si je veux calculer, le E de ta cathode sera celui du brome, alors 1,07 volts, moins celui de ton anode, 0,54 volts, qui est égal à 0,53 volts. Donc, ça, c'est l'énergie potentielle de ta pile. Parce que la valeur est positive, tu peux conclure que la réaction dans ta pile est spontanée. Alors, le potentiel d'une pile dépend uniquement de la nature des réactifs et des produits. La quantité des réactifs ou produits n'ont aucun impact. Alors, on n'a pas besoin, heureusement, de s'inquiéter des coefficients stoichiométriques dans ton équation chimique équilibrée parce que la quantité de tes réactifs et produits n'ont pas un impact, seulement la nature. OK, so on va faire un dernier exemple ensemble. Calcule le potentiel standard de la pile galvanique dans laquelle se produit la réaction suivante. Et ensuite, prédis si elle est spontanée. Donc, afin de déterminer mes demi-réactions, je vais premièrement commencer par écrire l'équation ionique et ensuite l'équation ionique nette. Donc, je vais laisser tomber les coefficients parce que ça va faciliter notre tâche un peu et les coefficients n'ont pas d'impact sur nos calculs de toute façon. Donc, Na, solide, plus H2O liquide, on ne sépare pas une molécule qui est liquide, solide ou gazeuse, donne Na+, plus OH-, plus H2O. Donc, pas H2O, plus H2, gazeux. Alors, il n'y a pas d'ion spectateur à l'intérieur de cette réaction ici. Donc, mes deux demi-réactions, première demi-réaction, le sodium solide, est oxydé pour donner des ions de sodium puis des électrons. Ma deuxième réaction, H2O, subit une réduction, OH- plus H2. Donc, réaction d'oxydation ici. Je vais l'écrire en bleu. Réduction ici. Si vous regardez en arrière du livre, le potentiel, alors on a maintenant trouvé mes deux demi-réactions, sur les potentiels des demi-piles. Si vous regardez en arrière du livre, le potentiel de la demi-réaction de réduction de sodium est de moins 2,71 volts. Alors maintenant, on est prêt à calculer notre potentiel de notre pile. Oh non, désolé, j'ai besoin de l'énergie de réduction de ta réaction de réduction qui est de moins 0,83 volts. Maintenant, je suis prêt à calculer le potentiel de ma pile. So, E de ma pile est égal à E de ta cathode moins E de ton anode qui est égal à, ta cathode, c'est ta réaction de réduction. Donc, moins 0,83 volts, moins 2,71 volts. L'énergie potentielle de ta pile est égale à plus 1,88 volts. Donc, la réponse est oui, ta réaction sera spontanée parce que l'énergie potentielle de ta pile est positive.
OK, alors je sais que c'était une vraiment grosse section, mais revisionnez cette vidéo si vous avez besoin encore plus d'explications. Le livre aussi est une bonne ressource si vous avez eu un peu de misère. Ceci sont les questions que j'aimerais que vous tentez. Utilisez le corrigé qui est toujours en avant de la classe. Je peux répondre à des questions générales si vous en avez. Cependant, je n'ai pas mon livre avec moi. Alors, essayez du mieux que vous pouvez avec les ressources que vous avez et on fera un retour sur ces questions lorsque je reviens.